Bonjour à tous, c'est un véritable plaisir d'être ici, un honneur également. Merci à Gérard pour ces quelques mots. On ne s'est pas préparé, hein. On ne s'est pas mis d'accord et vous allez voir que finalement on est vraiment raccord sur beaucoup de choses. Et ces assises sont clairement l'occasion pour moi de porter un message fort sur les idées que je peux avoir, que j'ai envie de partager avec vous, sur les ambitions que l'ANSSI a pour le développement de la cybersécurité en France et au-delà. Et très clairement, le but, pour moi, est de vous porter un message très simple qui est celui du travail collaboratif. Alors, je vais développer tout ça, je vais m'expliquer. Je vais vous dire pourquoi, ça me semble absolument fondamental. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ça l'enjeu, le choix qui s'oppose à nous. Donc, nous sommes dans un contexte de menaces exacerbées, très fortes. Je ne prononcerai plus le mot de menace, puisque ce serait vous faire injure. Vous êtes conscient de cette menace. Elle est une réalité aujourd'hui. Elle est une réalité dans tous les domaines. Et elle impose une réaction forte. Et cette réaction forte, c'est tous ensemble que l'on doit porter au vu de nos missions, au vu de ce que l'on sait faire, de nos compétences, que l'on doit porter notre part de responsabilité. J'ai le sentiment que l'on est à une date charnière. Depuis un certain temps, voire très longtemps pour certains, que j'ai plaisir à voir dans la salle, on porte un message d'alarme, d'alerte. Ce message, il a longtemps été mal accueilli, mal compris. Il n'y a encore pas si longtemps, quand on faisait de la SSI, d'abord on ne faisait pas de la cybersécurité, on faisait de la SSI, on était facilement traités d'ayatollahs, d'extrémistes. On était considérés comme la menace, finalement. J'ai dit, je ne prononcerai pas le mot, mais c'était les gens qui faisaient de la sécurité, qui étaient une menace pour les projets, pour le développement de l'économie numérique, pour le développement de la société en général. La réalité des attaques, que l'on ne peut plus nier, c'est un fait, même s'il n'y en a qu'une toute petite partie qui est rendue publique aujourd'hui. L'évolution technologique, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, nier la menace, c'est quand même devenu assez difficile. Difficile et certainement totalement irresponsable. Donc, moi, sincèrement, depuis que je suis arrivé à l'ANSSI, ça fait 6 mois maintenant, j'ai croisé personne qui me disait ben oui, mais non, vous délirez, c'est quoi vos histoires de cyber, ça... Non. J'ai croisé beaucoup de personnes inquiètes, des personnes qui demandaient de l'aide, qui demandaient des conseils, qui demandaient à participer, à apporter leur pierre à l'édifice. Je croisais des personnes qui me disaient que oui, mais non. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était encore le cas. Et donc après cette longue phase, je ne peux pas être traversée du désert, ce serait exagéré, mais enfin cette longue phase où on a été nombreux à évangéliser, on entre maintenant dans une phase d'action, puisqu'on a tous compris les enjeux, et maintenant il faut réagir face à cette situation qui est réellement problématique. Et en même temps, réagir, ça veut dire qu'il faut être dans une démarche positive, de construction, il faut y croire, et je pense qu'on a toutes les raisons d'y croire, c'est ce que je vais développer là pendant quelques minutes avec vous. Donc je veux avant tout partager l'idée qu'il faut dire oui, c'est le titre, oser dire oui à une cyberdéfense qui soit efficace, c'est possible, nos attaques en font peur, mais c'est possible d'être efficace face à eux, même face aux plus grands, on pense tous aux mêmes. Il faut une cyberdéfense ambitieuse,
Ça, on ne sera pas efficace sans être ambitieux et sans mettre des moyens mesurés, comptés, mais des moyens quand même. Une cyberdéfense pragmatique. Le but du jeu, c'est certainement pas de construire des cathédrales. J'ai rien contre les cathédrales, mais on doit faire des choses concrètes, on doit faire des choses à court terme, et on doit en même temps s'inscrire dans une démarche de long terme qui trace l'objectif vers où on doit aller tous ensemble. Et donc une cyberdéfense collective, puisque si j'ai une unique certitude, c'est clairement le fait que, en poussant dans le même sens, on a une chance d'y arriver, une chance réelle. En poussant dans des sens différents, c'est très clair que la résultante sera quasiment nulle, pour parler en physicien, et donc le résultat à la hauteur. Alors, Gérard citait Patrick Payoux. Au risque d'en décevoir certains, je l'espère dans la volonté de rassurer tous les autres, je m'inscris pleinement dans la continuité de ce que Patrick a pu faire pendant pas mal d'années, à la tête de l'ANSSI et de la DCSSI avant. Je souhaite vraiment lui rendre hommage. D'abord, peut-être parce qu'il nous entend, sait-on jamais. Et lui rendre hommage parce que, sincèrement, je l'ai vu batailler, je l'ai vu conduire ce combat d'évangélisation pendant des années. Je l'ai vu construire une vision stratégique pour la cybersécurité, au-delà d'un domaine purement technique. Patrick a toujours eu cette énergie, cette volonté de servir l'État, la nation dans son ensemble, pas que l'État, mais la nation dans son ensemble. Et très sincèrement, je lui rends hommage, sans aucune hypocrisie, parce que je le pense très sincèrement. Je m'inscris donc dans la poursuite de son travail, de ce qu'il a fait. Vous allez voir que finalement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'y suis pas pour grand-chose, j'y suis même pour rien. C'est Patrick et son équipe, n'oublions pas tous les autres, et toutes les personnes qui ont rendu ça possible, qui l'ont construit. Je m'inscris dans la continuité, dans la mise en œuvre de ces idées qui me semblent très fortes, parfois révolutionnaires, parfois uniques au monde. N'ayons pas peur des mots, puisque je vais rentrer plus en détail dans l'application de la loi de programmation militaire, et on est le premier pays au monde à faire ça. Et je pense qu'il y a de quoi en être fier. Et l'objectif, clairement, pour nous, c'est de saisir cette opportunité d'être vraiment dans le premier cercle, dans le cercle de ceux qui comptent, dans le cercle de ceux qui construisent et qui apportent vraiment quelque chose. Je souhaite également m'inscrire dans une démarche qui est globale. L'ANSSI n'est pas là pour protéger que les réseaux de l'État. Ses missions vont bien au-delà. Nous ne sommes pas qu'une agence technique, nous sommes également une agence opérationnelle, depuis la création même de l'agence. C'était une des révolutions, entre guillemets. Je parle à la première personne, mais bien évidemment, la chose importante, c'est que tout ce que l'on fait se fait grâce à une collaboration très forte avec les personnes du domaine public, avec nos nombreux contacts dans le domaine privé, que ce soit des offreurs de solutions, que ce soit des clients, des victimes, des cibles. Prenez le mot que vous voudrez. Malheureusement, c'est un petit peu similaire, synonyme en ce moment. Je souhaite également une démarche globale au profit des grands. C'est vrai, quand on va parler d'opérateurs d'importance vitale, il n'y a pas beaucoup de start-up et de PME dans les opérateurs d'importance vitale, bien évidemment. Mais ce n'est pas parce qu'on parle d'OIV qu'on oublie les petits. Il faut clairement que, collectivement, on apporte une solution pour les PME, pour des gens qui sont des cibles, à n'en pas douter, pour des gens, pour des personnes, des structures où ce qui peut marcher ailleurs n'est pas adapté. Allez voir une PME et expliquez-lui qu'il faut qu'elle embauche un OSSI, un RSSI, un responsable de la sécurité, bon. Alors qu'en pratique, dans le meilleur des cas, ils font l'administration système eux-mêmes. Dans le pire des cas, ils utilisent leur tablette perso pour bosser. Donc il faut apporter des solutions adaptées à toutes ces structures. Et n'oublions pas la nécessité également de nous intéresser très fortement à la sécurité, j'ai envie de dire, des simples citoyens, et ça nous concerne tous, puisqu'aujourd'hui, la question de la protection des données personnelles est devenue absolument fondamentale. Alors certes, quand des photos volées
dans tel ou tel cloud se retrouve sur Internet, ça prête plus à sourire qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça remplace beaucoup de discours d'évangélisation sur la nécessité d'avoir une confiance limitée dans les systèmes d'information, dans le numérique qui s'offre à nous. Et en même temps, ça nous pousse à la fois à former, à informer les citoyens sur la nécessité de se protéger, et ça nous pousse également à encourager le développement de solutions de sécurité qui soient à la portée des citoyens. Ce qui va marcher pour un OIV, évidemment, ne marchera pas pour une PME et encore moins pour un citoyen. Donc c'est un petit peu cette démarche globale qu'il faut prendre en compte, parce que dans le contexte actuel, on ne peut pas se permettre de sérialiser les problèmes. Ce serait plus confortable, on ferait moins d'erreurs, certainement, mais simplement on ne serait pas au rendez-vous de toute l'évolution du numérique. Notre but étant clairement d'accompagner les nouveaux usages. Il n'est pas de les interdire, c'est ridicule. J'ai un smartphone, j'en ai même plusieurs. C'est même bien d'en avoir plusieurs. Donc là, je rejoins totalement Patrick sur ces questions-là. Demain, on aura tous des objets connectés. Il y en a peut-être qui en ont déjà sur eux. C'est une réalité, et c'est bien. Et le rôle de la sécurité, dans ce contexte-là, il est clairement d'accompagner, certainement de porter un discours rétrograde, un discours passéiste. J'ai aucune nostalgie des machines à écrire et tout ça, hein. Soyons clairs. Et donc mon message, c'est de porter la conviction qu'il est possible d'aller très vite dans ce domaine du développement du numérique, et en plus de le faire dans de bonnes conditions, ce qui, in fine, permettra notamment à toute la partie industrielle en France, qui est très dynamique dans ce domaine-là, d'apporter un véritable différenciant par rapport aux offres étrangères, au moins certaines d'entre elles. Donc après cette introduction, je voudrais aborder deux thèmes avec vous. La loi de programmation militaire, pas dans son ensemble, c'est un sujet qui me dépasse largement, mais les quelques articles qui traitent de cybersécurité dans cette loi de programmation militaire qui a été votée en décembre 2013, et des questions de politique industrielle qui s'incarnent notamment dans le cadre du plan cybersécurité pour la nouvelle France industrielle. J'ai répété pour dire ça sans respirer, qui est un des 34 plans portés par le ministère de l'économie et qui a vraiment vocation à dynamiser le développement industriel dans quelques domaines bien ciblés, dont la cybersécurité, et ce n'est pas un hasard. Donc la LPM tout d'abord. Patrick vous en avait déjà parlé. Elle n'était pas encore votée quand il vous en avait parlé, c'était encore un projet. Cette loi de programmation militaire, alors on a choisi le véhicule de la loi de programmation militaire. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les comptes du ministère de la Défense, tout ça, hein, qui est pourtant le cœur de la LPM. Mais en fait, c'était le bon véhicule qui passait au bon moment et qui était adapté à ce que l'on voulait faire globalement, collectivement. Donc nous, à l'ANSSI, mais également beaucoup de partenaires publics, industriels, des parlementaires qui s'intéressent et qui sont conscients des problèmes. C'est quelque chose qui s'est très bien passé, la définition de ces articles. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, comme je le disais en introduction, la France est le premier pays au monde à faire le choix d'une démarche réglementaire forte, dynamique, ambitieuse, pour porter la question de la cybersécurité, non seulement au sein des réseaux de l'État, mais également dans tous les systèmes d'information dont l'atteinte, le dysfonctionnement, peut porter atteinte à la sécurité, au potentiel de la nation. Donc c'est ça les opérateurs d'importance vitale. Ce sont toutes ces entreprises privées, ce sont tous ces opérateurs publics qui, s'ils dysfonctionnent, posent un vrai problème, non seulement pour eux-mêmes, ce qui n'est pas négligeable, mais également pour le reste de la nation. Et donc l'idée de l'article 22 de la LPM est clairement de dire on va passer par la réglementation, donc quelque chose de fort, on va passer par la loi, pour sécuriser ces opérateurs d'importance vitale. Ça ne veut pas dire que ça dispense les autres de se sécuriser, bien évidemment. Mais on fait par étapes. Et dans le cadre des OIV, du fait de la responsabilité qu'elles ont vis-à-vis de l'ensemble de la nation, passer par la loi, ça a un véritable sens. Donc on est les seuls pour l'instant à avoir fait ça. Certains ont essayé et ont renoncé. D'autres me disent qu'ils en rêvent, mais qu'ils ne savent pas le faire dans leur système politique. Et enfin d'autres qui, après nous avoir dit « vous êtes fous », sont en train
de faire exactement comme nous. Donc je ne citerai pas de nom, mais on verra des articles 22 apparaître dans d'autres pays européens avec un contour assez proche. Et ce jour-là, on sera d'autant plus content d'avoir été des pionniers. Le but de cette protection des OIV, il est clairement de protéger la souveraineté de la nation. Donc on est sur des mots forts, hein, surtout pour un militaire comme moi. Protéger la souveraineté de la nation, mais également protéger son patrimoine scientifique et technique, comme on dit en jargonnant. En gros, son savoir-faire. Protéger sa compétitivité, sa richesse, in fine ses emplois. Autant de termes qui sont très éloignés de la cybersécurité, mais qui, dans le contexte actuel, sont forts. Hein, vous connaissez tous le contexte dans lequel on est. On ne peut pas se permettre d'avoir une R&D qui mouline à fond et qui se fait en permanence siphonner par nos amis. D'accord ? On peut simplement pas se le permettre. C'est quelque chose de... c'est mathématique. Donc le but de cet article 22, et des autres, mais surtout du 22, il est là pour vraiment donner cette dynamique, donner le cadre qui va nous permettre tous collectivement, et je vais réinciter lourdement là-dessus, de définir des règles de sécurité qui vont s'appliquer aux OIV. En fait, on a déjà commencé ce travail avant même que la loi soit votée. Il y a déjà eu des groupes de travail, on ne se refait pas, pour traiter notamment de la sécurité des systèmes industriels, systèmes qui aujourd'hui sont encore statistiquement peu attaqués, mais dans lesquels on peut très facilement se faire extrêmement peur en termes de sécurité. Donc ces groupes de travail, ils sont passés dans un très bon état d'esprit. Ils ont regroupé beaucoup de monde. Alors je n'hésite pas à l'envie de remercier ceux qui ont accepté d'être cités d'ailleurs, notamment dans le cadre de la rédaction des guides SCADA, que l'on a publié sous en-tête Annecy, mais qui ont réuni beaucoup de collaborateurs, puisque d'autres ministères ont été très dynamiques dans les réflexions. Je pense notamment au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. J'espère qu'ils n'ont pas changé de nom entre-temps. Ministère de l'économie, c'est sûr qu'ils ont changé de nom entre-temps. Ministère de l'Intérieur, donc des ministères lourds, hein, sans compter les autres qui sont également intervenus, et de nombreuses sociétés. Je les cite également, je veux les remercier parce que beaucoup sont dans la salle. Areva, EDF, à l'époque EADS, GDF Suez, Suez Environnement et Lyonnaise des Eaux, Michelin, Natixis, Lassor, Total, Veolia Environnement. Vous voyez qu'on est vraiment sur des sujets qui déplacent complètement le cadre habituel de la communauté de la cybersécurité. On est sur un sujet d'importance, d'union, qui va très très loin au final, puisqu'aujourd'hui, cette question de cybersécurité, c'est vraiment quelque chose de transverse qui doit concerner absolument tout le monde. Et ça, c'en est une preuve concrète et très positive. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je vous le disais, on est en train de commencer à rédiger des règles de sécurité qui vont s'appliquer aux opérateurs d'importance vitale. On a fait le choix de ne pas le faire de manière générique, puisqu'en fait, on sait très bien que ces règles, elles doivent coller au métier de chacun, elles doivent coller aux spécificités de chacun. Il y aura certainement des règles plus fréquentes que d'autres, qui vont revenir d'un domaine à l'autre. Mais il y en a certaines qui sont très originales. Et ces règles, on va les définir. Alors certes, l'ANSSI tient le stylo, et in fine, c'est nous qui allons rédiger les arrêtés, mais on va les définir avec les ministères coordonnateurs, qui sont également ceux qui connaissent bien les OIV et qui connaissent bien leur domaine. On va les définir avec les différentes autorités sectorielles qui existent déjà, qui connaissent très bien la réglementation et qui la portent très souvent déjà. Une réglementation préexistante dans laquelle il y a des choses très intéressantes à prendre en termes de cyber. Il n'est absolument pas question de faire table rase de ce qu'ont pu faire les autres, mais au contraire de s'inscrire en complément de ce qui existe. Et puis ces règles, on va les définir avec les opérateurs eux-mêmes. Parce que bien évidemment, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs infrastructures, ce sont eux qui vont payer, c'est dans la loi, nous n'y trompons pas. Et donc, si on veut que ces règles soient efficaces, qu'elles élèvent réellement le niveau de sécurité et qu'elles soient en même temps soutenables par les opérateurs, soutenables humainement, soutenables financièrement, eh bien forcément, ça va passer par un travail collaboratif.
Pour tout vous avouer, quand je suis arrivé à l'ANSSI, quand on m'a expliqué ce dispositif LPM, la première chose que j'ai dit, c'est « mais ça va être très très compliqué. Hein, on va apporter de la réglementation en plus. Vous pensez vraiment qu'on va être bien accueillis ?» Et là, on m'a immédiatement rassuré. On m'a dit « mais non, on a déjà des contacts très avancés. On a déjà, en avance de phase, travaillé avec certains OIV pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner, l'application. Et ça se passe très très bien. Parce que les gens ont compris qu'il fallait qu'ils se protègent. Donc je suis très optimiste sur la définition de ces règles, qui va se faire progressivement, avec un objectif, courant 2015, d'avoir toute une ribambelle d'arrêtés publiés définissant ces règles, parce que on va définir ces règles par domaine cohérent, voire par sous-domaine. L'idée étant vraiment de coller aux besoins, d'être efficace et d'être soutenable. J'insiste là-dessus. On est également en train de travailler sur la remontée d'incidents. On a terriblement besoin d'informations à l'ANSSI, surtout au niveau du centre opérationnel. On a besoin de connaître les attaques. On a besoin d'avoir et pas uniquement de savoir que les gens sont attaqués, c'est à la limite, c'est la curiosité malsaine, mais on a besoin d'avoir le détail technique de ces attaques. Et la principale raison, elle est très simple. Quand un OIV, ou pas d'ailleurs, se fait attaquer, il est très rare qu'il soit le seul à se faire attaquer. D'accord ? Donc voilà, quelqu'un qui s'intéresse au domaine de l'énergie, un attaquant, ou un groupe d'attaquants maintenant, qui s'intéresse au domaine de l'énergie, il ne va pas cibler spécifiquement tel OIV et jamais les autres. Il va forcément aller voir chez les autres. Et comme manifestement, développer des outils d'attaque performants, c'est un travail qui est compliqué, eh bien nos attaquants, ils sont obligés de réutiliser leurs outils. Et donc, quand on les attrape quelque part, il est fondamental d'aller voir autour si par hasard, ils ne seraient pas en train de tenter de faire la même chose. Voilà. Cette notification d'incident, ça sert juste à ça. Et c'est absolument fondamental. Et aujourd'hui, on a des cas qui sont détectés un peu par hasard, parce qu'il y a des effets collatéraux liés à une attaque. On a des cas qui sont détectés par la vigilance de superviseurs de sécurité, par la mise en place de SOC qui commence à fonctionner de manière très, très positive. On a des attaques qui sont détectées via le renseignement, nous ne le cachons pas, via des partenaires. J'ai l'habitude de dire que dans le cyberespace, je n'ai pas d'amis, mais par contre, j'ai des partenaires, j'ai des alliés forts. Et on a besoin d'eux, de même qu'ils nous incitent, ils nous poussent à être bons, parce qu'ils ont besoin de nous également. Et donc demain, avec une systématisation des remontées d'attaques, des remontées d'informations, on sera capable de protéger de manière beaucoup plus collective l'ensemble des acteurs qui peuvent être des cibles. On va également mettre en place des contrôles. Non pas qu'on n'ait pas confiance, mais moi, dans les forces, on a l'habitude de dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. On est exactement dans ce cadre-là. Ces contrôles, le but, c'est certainement pas d'être abusif. C'est pas d'arriver tous les lundis matins à 6 heures pour embêter tel OIV avec qui on serait en mauvais termes. Non. Ces contrôles, ils sont là pour faire un état des lieux de la sécurité de tel système, un état des lieux après sécurisation, un état des lieux peut-être plus tard, parce qu'on sait très bien que la sécurisation d'un système, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, ça évolue dans le temps, et pas toujours en bien. Et donc ces contrôles, ils seront là, justement, pour nous assurer en permanence que les systèmes les plus critiques sont bien protégés. Autre chose que nous allons faire, que nous avons déjà commencé à faire, est justement de définir ces systèmes critiques. Le but du jeu n'est pas de protéger tous les systèmes, ça n'a pas de sens, même en nous restreignant aux OIV. Le site internet institutionnel d'un OIV, en général, n'est pas critique. C'est très désagréable de se faire d'effacer son site internet, c'est ma crainte, moi. Mais il est tellement obsolète, notre site, que pour réussir à l'attaquer, il faut se lever tôt, il paraît. J'espère que c'est vrai. Hein. Obsolète technologiquement, pas dans le contenu, ça va sans dire. Non, je blague, mais attaquer le site internet, c'est désagréable. Et ça peut avoir de vrais impacts en termes de confiance et d'image. Se faire attaquer un système de cœur de réseau, un système qui contrôle, je ne sais pas, des mécanismes d'aiguillage, qui contrôle des systèmes de production d'énergie, et puis vous pouvez prendre toutes les thématiques, on peut vraiment se faire très peur. Voilà, ce sont ces systèmes-là que l'on va cibler en premier, avec
un espoir caché, mais qui n'est plus puisque je vous le dis, c'est que ça fasse tache d'huile. Que les bonnes pratiques que l'on va imposer réglementairement dans le cadre de la LPM aux systèmes les plus critiques, eh bien que ces bonnes pratiques, elles apparaissent demain comme une évidence à appliquer à l'ensemble des systèmes. Et puis enfin, dans cet article 22, il y a quelque chose d'important, qui est la possibilité pour l'État de donner des directives en cas de crise majeure. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas l'ANSSI qui va prendre le contrôle d'une centrale nucléaire. Donc ce jour-là, je change de pays. Mais à un moment, il faut arrêter la discussion, et quand la situation est vraiment grave, il faut passer dans un mode de crise. Et donc ça, c'est également prévu par la loi. Et on va devoir ensemble définir ce que ça veut dire en pratique. Donc ce travail de concertation, d'équilibre, d'efficacité, on va le conduire dans les mois à venir. Je suis très optimiste et ça nécessitera vraiment l'implication de nombreux acteurs pour pousser dans le même sens. Je le redis, si on pousse dans des sens différents, c'est clair que ça ne marchera pas. Deux remarques sur ce que l'on va faire. La première chose qui est très importante et tellement novatrice qu'on a voulu la graver dans le marbre dans la loi, c'est la mise en place de systèmes de détection. On est en train de changer de paradigme, certains ont déjà changé. On passe d'une sécurité qui était souvent, quand elle était bien faite, assez périmétrique. En gros, voilà, il y avait l'intérieur et l'extérieur du château fort et des belles murailles entre les deux. Je m'excuserai cette caricature. Bon, mais ça ne marche plus. C'est indispensable, mais seul, ça ne marche plus, parce que dans notre château fort, il y a évidemment des portes, des fenêtres, et tout l'intérêt d'un système aujourd'hui, même les plus sensibles, est justement sa capacité à interagir avec le monde extérieur, d'une part, et d'autre part, l'hypothèse que l'on faisait très souvent de confiance dans les acteurs qui sont à l'intérieur du système, cette hypothèse, il faut bien reconnaître que dans de nombreux cas, on peut quand même raisonnablement la remettre en question. Donc, pour pallier à ça, l'idée qui est poussée depuis maintenant plusieurs années est l'idée de mettre en place des systèmes de cyberdéfense, de défense, c'est-à-dire trivialement, de mettre en place des capteurs, ces capteurs détectant des événements, beaucoup d'événements, et ensuite d'être capable, dans tous ces événements, d'agréger, de croiser des sources d'informations techniques et non techniques, de manière à être capable de détecter au plus tôt les attaques. Quand je dis au plus tôt, ce n'est pas un vain mot. Très souvent, sur les cas les plus graves que l'on peut voir, eh bien, quand je demande de quand date l'attaque, on me dit au moins 3 ans. Pourquoi au moins 3 ans? Eh bien, parce qu'avant, on n'a pas les logs. C'est dramatique. Hein. Et en même temps, le but n'est pas de stigmatiser les victimes. On est malheureusement un petit peu tous dans ce cas-là. Donc ces systèmes de détection, le but du jeu, c'est peut-être pas, alors je ne sais pas ce que certains vendront dans le cadre de ces assises, mais c'est pas forcément de répondre dans la microseconde. C'est probablement pas de répondre de manière automatique, en tout cas pas globalement, mais c'est vraiment d'avoir des capteurs, des moyens de corrélation, des experts, puisque l'humain est fondamental là-dedans, capables de réagir très vite et de bien réagir, de prendre les bonnes mesures pour protéger les systèmes et très rapidement réagir à une attaque. Donc ça, c'est assez nouveau, très clairement. Et c'est pas facile à mettre en place. Sur certains systèmes classiques, bon, on commence à avoir des schémas à peu près clairs. Sur des schémas industriels, lourds, où des gens sont venus m'expliquer que, ben oui, mais non, vous voulez arrêter le système là pendant 2 jours pour faire la mise à jour? Ben non, notre système, une fois qu'on l'a lancé, il tourne pendant 20 ans. Et on ne peut pas l'arrêter. Il y a des cas où c'est comme ça. Donc il faut s'adapter. Bien évidemment. Il est hors de question de rester sur des règles statiques, des règles voilà, qui sont c'est comme ça, c'est la loi, vous le faites. Si c'est inapplicable, ça ne sert juste à rien. Donc cette mise en place de stratégie de détection, elle est absolument essentielle. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est que à l'ANSSI, on sait faire des sondes. J'espère qu'elles sont bonnes. En tout cas, elles voient des choses, y compris des choses intéressantes. Mais je sais que d'autres font également de très bons produits. On a appris à exploiter ces sondes. Alors, je ne sais pas si on est très fort, mais on faut encore avoir des choses. D'autres développent ce business, je n'ai pas peur du terme, cette offre de service. Et dans ce cadre-là,
nous, on va dire, on va conseiller, on va parfois imposer, quand ce sera dans le cadre de la LPM, de passer par des systèmes de détection, par des prestataires. Et toute la question qui se pose pour nombre d'OIV qui ne sont pas du domaine, c'est le choix de ces prestataires et de ces produits. Et plutôt que de leur dire débrouillez-vous ou bien faites le tour des crèmeries, on a vraiment la volonté de distinguer les prestataires qui nous semblent compétents et de confiance des autres. Alors c'est quelque chose qui est difficile à faire. On appelle ça la qualification. On fait ça depuis assez longtemps pour les produits de sécurité. On a copié le système et on va maintenant l'appliquer au service. Et ça, c'est assez nouveau. Et à mon avis, c'est essentiel, parce que ça va permettre de distinguer les acteurs qui ont été reconnus par l'État français comme étant compétents et de confiance. Et quand je dis les acteurs, ce sont les structures, mais également les personnes au sein de ces structures. Une des raisons de la difficulté du travail. Et comme on ne veut pas faire ça de manière discrétionnaire, il n'y a pas les gens qui ont une bonne tête pour l'ANSSI et des gens qui ont une mauvaise tête, eh bien, on a fait le choix de publier les règles du jeu, les référentiels. Et donc, ne vous étonnez pas, vous allez voir, au cours des mois à venir, des appels à commentaires, puis des publications de référentiels qui expliquent, pour tel domaine, pour telle spécialité, qu'est-ce que l'on attend d'un prestataire qualifié, compétent et de confiance. Donc on a déjà commencé avec les prestataires d'audit, qui vont nous être très précieux dans le cadre des contrôles de la LPM, mais pas seulement, bien évidemment. On est en train de travailler sur des prestataires de détection d'incidents, j'en parlais à l'instant. C'est un métier de détecter des incidents, d'opérer des sondes, d'opérer un SOC. C'est un métier qui est compliqué. Et donc là, il nous faut des acteurs de confiance. On va également publier, si ce n'est déjà fait, au moins pour rappel à commentaire, un référentiel de réponse à incident. Il me semble que ça a été publié. Réponse à incident, c'est, voilà, une fois qu'on a découvert qu'on s'était fait attaquer, qu'est-ce que l'on fait? Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est que le début de l'histoire. Et pour ceux qui l'ont vécu, c'est une histoire qui est lourde, qui est compliquée. Parce que faire sortir un attaquant d'un réseau, c'est certainement pas effacer les disques, réinstaller les systèmes d'exploitation, pour citer personne, et recommencer. Non, si l'attaquant est rentré une fois, il rentrera plusieurs fois. Il rentrera, évidemment. Donc très souvent, la remédiation, comme on dit de manière pompeuse, la réponse à un incident, ça consiste très souvent à reconstruire complètement les réseaux. Et c'est souvent un bien pour un mal, j'ai envie de dire. Les gens qui sont bien fait attaquer une première fois, eh bien, les attaques d'après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais elles sont d'un tout autre niveau. Donc c'est salutaire, quelque part. Et puis on s'intéresse également à d'autres domaines qui ne concernent pas forcément directement la LPM, quoique. Par exemple, les prestataires de cloud. Je ne vous dirai pas que le cloud, c'est pas bien, qu'il ne faut pas y aller. Non. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi dans le cloud. Vous en êtes tous conscients. Et le fait d'avoir des prestataires qualifiés dans ce domaine-là, le fait d'avoir des règles qui définissent ce que c'est qu'un bon prestataire de cloud, je ne ferai pas la blague du bon chasseur et du mauvais chasseur, mais c'est un petit peu ça quand même, eh bien, on a vraiment la conviction que ces acteurs qualifiés de confiance, ils existent, ou ils ne sont pas loin d'exister. Voilà, donc, prestataire qualifié, produit qualifié, ça fait la transition immédiate avec le dernier point que je voulais aborder avec vous, qui est celui de la politique industrielle, puisqu'on a besoin de ces acteurs. On a besoin d'industriels qui font des produits, qui seront soumis à qualification. On a besoin de prestataires qui proposeront des services qui seront qualifiés. Et ça, c'est pas l'État qui décide, c'est évident. On va parler pompeusement de politique industrielle. Globalement, c'est un travail collectif à faire de manière à développer cette industrie de la cybersécurité en France. Et ça, on l'a souvent dit, c'est une nécessité, c'est un enjeu de souveraineté, parce que si on n'a pas la maîtrise sur certains des composants des systèmes, on a très peu de chances d'avoir la maîtrise sur la sécurité globale. Donc un enjeu de souveraineté, réellement. Mais, et c'est peut-être ça le plus important, c'est également une opportunité. C'est ça qu'a compris qu'ont compris les ministères économiques. Puisque le sujet de la cybersécurité, ça leur parle. D'ailleurs, ils ont été parmi les premières victimes affichées en France.
avec les attaques contre Bercy. Mais, quand on leur dit non seulement ça va permettre de nous protéger, mais en plus ça va permettre de développer l'industrie, de développer l'économie, évidemment, ils nous écoutent avec une oreille très attentive. Et donc, dans le cadre des 34 plans pour la Nouvelle-France industrielle, ces 34 plans qui visent des domaines où la France a un vrai coup à jouer en termes de réindustrialisation, qui visent des domaines d'excellence où de nombreux acteurs sont déjà présents en France, eh bien, l'un de ces 34 plans traite justement de cybersécurité et c'est traduit par un groupe de travail, une équipe projet, d'abord dirigée par Patrick Payoux, et dont j'ai hérité, avec grand plaisir, qui met autour de la table des étatiques, de tout poil, mais pas tant que ça, des acteurs privés, des offreurs de solutions, des grands, des petits. Alors on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans la salle, mais on a une certaine représentativité qui est intéressante. On a également, et c'est très important, des représentants des utilisateurs, des représentants des différents syndicats professionnels, qui sont là pour nous dire, pour nous aiguillonner d'ailleurs, pour dire, ben oui, mais vous nous parlez de cybersécurité, vous nous parlez de produits qualifiés et tout ça, mais moi j'aimerais bien les voir, les produits qualifiés. Je suis d'accord, mais je veux les voir. Et c'est fondamental d'écouter les gens qui vont, des clients, au bon sens du terme. Et donc c'est dans ce groupe très hétérogène, limite hétéroclite, que, voilà, on a eu des réflexions particulièrement intéressantes qui ont fait apparaître 4 grands axes, qui sont des banalités, mais qui vont structurer les travaux que l'on va conduire maintenant. Le premier axe, c'est l'accroissement de la demande. En gros, il faut faire comprendre aux gens qui ont besoin de se sécuriser. Il faut également les impliquer dans la définition de leurs besoins, parce que le besoin de tel partenaire, ce n'est pas le besoin de tel autre. On a vraiment besoin de s'adapter. Le deuxième axe, ça concerne le développement d'offres de confiance. Vous voyez, tout ça, c'est très répétitif. Le troisième axe concerne l'export. On ne dit pas l'export quand on parle bien, on dit la conquête des marchés européens et étrangers. Bon, c'est de l'export dont on parle. Il y a une véritable opportunité aujourd'hui sur certains marchés, opportunité pour la France, hein, qui offre une image de compétence, d'indépendance, de pérennité, de sérieux qui est réel. Mais clairement, sur ces marchés export, il faut arrêter d'y aller tels les Gaulois du village d'Astérix. Hein, on s'entend bien, c'est quelques jours pour le rappeler une fois de plus, mais sincèrement, c'est un bazar incroyable, très souvent quand on va sur certains marchés. Alors que nos amis, parfois frontaliers, sont d'une rigueur, d'une organisation qui n'a rien à voir, et donc d'une efficacité qui n'a rien à voir. Donc je pense qu'on a besoin, très clairement, et on a compris, c'est une évolution que je vois, parmi les différents acteurs impliqués dans l'export, on peut être concurrent et céder à l'export. Ce n'est pas du tout antinomique. Et enfin, on a besoin, quatrième axe, de renforcer le tissu industriel. Et en fait, on a fait 4 axes, mais vous voyez, tout ça, ça se tient complètement. Un axe séparé des autres n'a pas de sens. Tout ça, c'est un tout. Donc c'est quelque chose qui me semble très positif, qui va continuer à être porté par l'engagement de l'État, notamment au travers d'un soutien à la R&D. On me dit souvent, c'est pas du soutien à la R&D, il faut des marchés maintenant. Alors ça, on est d'accord là-dessus, mais déjà le soutien à la R&D, il est important. Il y a un soutien qui est porté par le ministère de la Défense, notamment par la DGA, qui est important. Il y a un soutien qui est porté par les investissements d'avenir. Donc on a fait un appel à candidature l'an dernier. On va en refaire un nouveau cette année. On va étendre le domaine à des choses comme la protection des données personnelles. On va l'étendre également, on va demander des solutions pour les PME, donc qui soient, une fois encore, utilisables, adaptées aux besoins, gérables, soutenables par des PME. Donc voilà, on compte vraiment sur les acteurs industriels pour nous apporter de bonnes idées et pour développer ces produits-là, qui aujourd'hui sont encore assez lacunaires. On va développer la formation. On a déjà commencé. Et quand je dis on, c'est quelque chose de collectif. C'est
avec les acteurs industriels, avec les acteurs étatiques, avec évidemment les écoles. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. On va insister sur la qualification des produits et des services, je ne reviens pas dessus. Et on va globalement s'attaquer aux différents freins concrets qui s'opposent aujourd'hui à un développement rapide de la sécurisation, de la cybersécurisation. À titre d'exemple, il va sortir dans quelques jours, on a rédigé un guide d'achat de produits de sécurité et de services de confiance qualifiés. Parce que ce n'est pas tout qui parle de produits et de services, mais il faut encore être capable de les acheter. Et aussi motivé soit-il, l'acheteur qui fait bien son métier d'acheteur public, mais c'est assez similaire dans le privé, j'ai l'impression. Enfin, l'acheteur public soumis au Code des marchés publics qui voit arriver la nécessité de produits qualifiés, très souvent, sa première réaction, c'est de dire « oui, mais j'ai pas le droit, moi, je dois mettre en concurrence ». C'est faux. C'est faux, c'est ce qu'on explique là-dedans. Et on en est tellement convaincu que l'idée ne vient pas de nous. Et ce guide, il a été rédigé avec le service d'achat de l'État, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas accuser d'être laxiste sur l'application du Code des marchés publics, et avec la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, qui, là encore, ce sont eux les experts de l'achat public. Et ce sont eux qui connaissent les règles, les vraies règles, pas les usages qui ont pu se développer à droite ou à gauche. Et donc ce guide, qui est un des nombreux guides produits par l'ANSSI, eh bien, il explique comment on peut acheter des produits qualifiés, des services qualifiés, de manière à être cohérent avec toutes les règles que l'on peut édicter par ailleurs. En conclusion, je voudrais m'adresser aux personnes qui sont en charge de la sécurisation de leurs entités, publiques ou privées. Il faut oser mettre en place les règles que l'on édicte. Le Premier ministre a récemment signé, le 17 juillet de mémoire, la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Des grands principes, tout un tas de règles. Ce n'est pas un roman, c'est un roman qui permet de s'endormir. Mais faites l'exercice. Prenez cette PSSIE, ouvrez-la à une page au hasard, prenez une règle au hasard et lisez-la. Vous serez surpris de la trivialité de ce qui est dit. Par contre, évidemment, on se dit tout de suite, oui, si on n'applique pas cette règle, on voit tout de suite les problèmes qui peuvent se poser. Et toute la difficulté, c'est évidemment des règles, il n'y en a pas une, il n'y en a pas 10, il y en a des pages et des pages. C'est toute la difficulté de nos métiers et des métiers des responsables de la sécurité informatique. Mais quelque part, il faut oser le faire, et il faut avoir une position assez ferme sur l'emploi de produits et de services qualifiés, j'insiste lourdement là-dessus, et puis de certaines règles qui sont dérangeantes, comme par exemple la localisation sur le territoire national des données, sur l'administration des réseaux depuis la France. Il y a des cas où ça dérange, il y a des cas où ça pose problème parce qu'on a déjà évolué vers des modèles plus low cost. Mais enfin, il faut quand même se poser la question de la menace, du risque qui en découle. Très clairement, oser une politique de la sécurité à la hauteur des enjeux, et je vous assure, je vous garantis du plein soutien de l'ANSSI, quelle que soit la forme que ça peut prendre, dans le travail que vous pouvez avoir à faire, notamment auprès de vos dirigeants. Aux offreurs, maintenant, un dernier mot. Osez développer des produits et des services qualifiés. On n'a pas à être trop modeste. Je pense qu'on est très fort, sincèrement. Il y a des domaines où on n'est pas bon. On n'est pas forcément les meilleurs commerciaux. On ne fait pas forcément les plus belles plaquettes, les plus beaux PowerPoint. Mais sincèrement, je pense qu'au niveau technique, il n'y a pas à rougir. Et ça reste le cœur du métier. Donc, osons développer des produits, osons les vendre, osons les mettre en avant. Et osons surtout travailler ensemble. Parce qu'on peut être, comme je le disais, compétiteurs, sans pour autant devoir systématiquement se tirer dans les pattes. C'est ce travail collectif qui va permettre de pousser une équipe France, je n'ai pas peur des mots, qui nous permettra d'être plus forts et de mieux collaborer avec nos partenaires étrangers notamment. Je vous remercie. Si tu veux, tu as gagné une bouteille d'eau. Bien.
Nous allons passer côté salon peut-être pour une deuxième séquence qui est celle des questions. Nous avons proposé à chacun des inscrits à ces assises de la sécurité lors de votre inscription de poser une question, même plusieurs, à Guillaume Poupart. Installez-vous, de manière à avoir la partie interactive. C'est vrai que, évidemment, nous n'avions pas encore le discours, mais ce qui a permis de serrer les interrogations des RSSI qui sont ici dans cette salle, et on les a réunis sous forme de 6 thèmes, 6 questions, de manière à appuyer sur les éléments qui leur tenaient à cœur, qui les préoccupaient, au-delà des éléments stratégiques et concrets qui ont pu être présentés. Guillaume, vous avez évoqué la LPM. Elle a effectivement des responsabilités, elle a des obligations pour les opérateurs d'importance vitale en termes de protection de leur système d'information. Simplement, les RSSI qui sont là ne contestent pas l'utilité. La seule chose, c'est que pour les entreprises, ça effectivement représente des coûts pour des structures qui sont affectées par la compétition économique, par la concurrence, qui sont donc bousculées par la crise. Et on se trouve qu'effectivement, c'est une démarche de traitement des risques coûteuse, cette application d'un certain nombre de règles supplémentaires. Est-ce que déjà vous admettez, vous partagez ce constat? Et éventuellement, est-ce que des pistes pourraient être envisagées? Alors on l'a fait dans le domaine de l'énergie, avec des systèmes de défiscalisation. Est-ce qu'on peut envisager une logique, une politique de défiscalisation des investissements cyber qui permettrait d'accompagner leur déploiement? Je vais répondre à la deuxième question d'abord, en me défaussant, puisqu'il ne m'appartient pas de définir des réductions d'impôts. Je crois bien des idées, mais elles ne seraient pas validées. Plus sérieusement, la protection, on parle des OIV, mais ça s'applique à tout le monde. La protection, ça a un coût. Nous ne le cachons pas. À une époque, il y a très longtemps, on pouvait dire que ce sera dans l'épaisseur du trait. On en faisait tellement peu que c'était vrai, malheureusement. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, cette protection, elle a un coût. Et quand je dis que les règles de sécurité qui vont s'appliquer dans les différents domaines aux opérateurs d'importance vitale, quand je dis que ça, on va le définir ensemble, le but du jeu, c'est justement de trouver cet équilibre qui est parfois très subtil entre l'efficacité et la soutenabilité, notamment financière. On ne prend pas les opérateurs en traître. Ça va leur coûter de l'argent, jamais dit le contraire, mais on veut que ce soit des budgets qui soient gérables, qui rentrent, voilà, il faut que ça rentre dans le budget. Après, il y a des choses que je ne peux pas entendre. Quand on me dit tel réseau, il est sous Windows XP, il est plus maintenu, c'est pas contre Windows, c'est simplement le fait que c'est plus soutenu en termes de sécurité. Il est plus soutenu, mais de toute manière, la DSI n'a pas les budgets pour en changer, donc on va rester là-dessus. Bon, ben, c'est simplement désespérant. Et on ne fera pas de sécurité dans des conditions comme ça. Donc il faut très clairement ces budgets, mais j'insiste sur le fait que c'est ensemble que l'on peut définir ce qui est soutenable et ce qui ne l'est pas. On a beaucoup parlé d'OIV. Comment ça se passe avec les RSSI des grands groupes, alors grands groupes français essentiellement, qui ne sont pas des OIV, et quelles sont les attentes de l'ANSSI à l'encontre de ces grands groupes? Alors on ne fait pas de fixation sur les OIV. Pour tout vous dire, hein, dans la mécanique qui a prévalu pour la LPM, les OIV, ils ont le mérite de préexister. Et quand on en prend la liste, c'est clair qu'on se dit que c'est des gens intéressants. Intéressants pour des attaquants, intéressants en termes de conséquences si jamais leurs systèmes se font attaquer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises, des acteurs, publics ou privés, qui ne sont pas OIV, mais qui ne sont pas pour autant nécessaires de sécuriser. Donc le choix de la loi a été de faire simple, et c'est déjà compliqué, vous le voyez bien, en s'appuyant sur tout l'existant du dispositif qu'on appelle SAIV, je ne rentre pas dans les détails, mais qui justement définit qui sont les OIV, définit déjà pas mal d'obligations pour ces OIV, notamment en termes de sécurité physique. Et quelque part, on va les traiter eux, et le reste va suivre. Va suivre, comme je disais tout à l'heure, non seulement parce qu'au sein des OIV, eh bien, tout n'est pas critique, mais on espère bien que ça va faire tache d'huile. Et de toute manière, aujourd'hui, on parle déjà beaucoup avec des RSSI, avec des responsables de la sécurité, avec des PDG de groupes qui ne sont pas OIV. Et heureusement qu'on fait ça. Donc voilà, il n'y a pas de séparation du monde. Et quelque part, les recettes, les guides, les méthodes, les règles que l'on peut définir ensemble, elles vont s'appliquer tout aussi bien, mais en s'adaptant bien sûr, aux OIV qu'aux non-OIV. Ça, c'est absolument essentiel.
La difficulté, pour être honnête, c'est quand on va s'intéresser aux PME, évidemment, puisque là, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus vaste, où il est plus difficile de porter un message. Dans ce que l'on peut produire en termes de guide, il y a des choses qui vont s'appliquer aux PME, mais là également, comme je le disais, on a un souci en termes de solutions aujourd'hui. On a besoin de solutions qui soient adaptées, taillées pour, et qui soient également soutenables financièrement, les montants étant évidemment pas du tout les mêmes pour les PME. Le Premier ministre, Manuel Valls, a publié mi-juillet un document qui s'appelle « Une politique de sécurité de systèmes d'information de l'État », dont le champ d'application vise tous les systèmes d'information des administrations de l'État. Dans ce texte, qui est disponible sur le site de l'ANSSI, il y a un article 4 qui dit « Les systèmes d'information des administrations de l'État devront être en conformité totale dans les 3 ans ». Est-ce que vous pouvez préciser ce que revêt cette expression, être en conformité totale? Donc on donne des règles. Il y en a beaucoup, des règles. On donne un objectif de 3 ans, ce qui est à la fois très court et très long, puisque pendant ces 3 ans, il peut se passer peut-être des choses très agréables au sein de ces réseaux. Le but du jeu, c'est quand même clairement de dire qu'une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État signée par le Premier ministre, ce n'est pas un guide. Ce n'est pas un truc, si vous avez le temps ou si vous avez des queues de budget, ce serait pas mal d'y penser. Non, c'est quelque chose qui doit s'appliquer. C'est le pendant de la LPM pour les réseaux de l'État, quelque part. Et donc on se laisse 3 ans, mais encore avec une forme de souplesse, puisque là c'est l'article 4, mais c'est le 7 ou le 8, qui explique que l'on peut déroger aux règles. On a besoin de cette soupape de sécurité, mais déroger en expliquant pourquoi on déroge. Je vais prendre un exemple tout bête, je ne sais pas s'ils sont là en plus, je les ai croisés. Quand je parle avec le ministère des Affaires étrangères, ils m'expliquent qu'ils ont des données à l'étranger. Ben oui. Donc il y a une des règles qui doit dire que les données sont sur le territoire national, mais là on va y déroger. Et on va y déroger en bonne intelligence, en prenant les mesures de sécurité pour protéger ces données, même si elles sont à l'étranger. Et quelque part, le ministère des Affaires étrangères sera quand même conforme à la PCCIE. Mais voilà, on donne quand même un objectif qui est ambitieux, qui est volontaire, qui va être suivi. Et on est en train en ce moment de mettre en place tout un comité de suivi avec des indicateurs, pas pour le plaisir de faire des indicateurs, mais bien pour faire remonter au plus haut niveau des responsables des ministères, aux ministres même, l'état de la sécurité de leur réseau. Et dans certains cas, ça va leur piquer les yeux, c'est évident. Dans les problématiques que vous avez évoquées dans votre discours, et il y a une question et une série de questions sur ce sujet, savoir si à l'échelle de la nation, il y avait un plan d'action initié et conduit par l'ANSSI à court terme pour couvrir les risques grandissants liés au système SCADA, donc les systèmes à base d'automates industriels qui effectivement irriguent, structurent tous les secteurs d'activité, l'énergie, les transports, etc., et la défense. Donc les SCADA, c'est mon cauchemar, vous l'avez compris. Et heureusement, il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. Mais les conséquences, quand on voit ce que font des gens sur plateforme, ce que font des gens, des experts techniques en termes de simulation, tout ça, on se fait très très peur. Quand on voit également les quelques affaires qui ont été médiatisées, je ne vous refais pas Stuxnet, vous connaissez tous, enfin, ça a été une douche froide, Stuxnet, la prise de conscience de la vulnérabilité d'une telle quantité de systèmes d'information qui étaient peu considérés jusque-là. Donc, pour réagir à ça, qu'est-ce que l'on fait? On travaille ensemble, on a précisé un petit peu le concept de ce que ça voulait dire que de protéger un système industriel. On a ce guide SCADA qui a ouvert la voie. Il a été traduit en anglais, ce qui est une volonté justement de ne pas faire ça en franco-français, mais c'est typiquement un sujet de collaboration, de coopération forte avec des partenaires étrangers parce qu'on est tous concernés par ces questions-là, de manière majeure. On a un travail fort avec les utilisateurs de SCADA, et donc il y en aura pas mal dans le cadre de la LPM. On a également un travail en très bonne intelligence avec les personnes qui produisent les SCADA, et pas forcément des industriels français, je ne fais pas une fixation sur les industriels français, il y en a d'autres outre-Rhin qui font du très bon travail également, et on s'entend très bien avec eux. L'idée, c'est vraiment de faire monter très rapidement, en termes de sécurité, le niveau des automates, le niveau des systèmes de contrôle. On partait de bas, mais en même temps, ce sont des gens qui sont intelligents, qui apprennent très vite. On va mettre en place des systèmes de standardisation et de qualification, on ne se refait pas, de manière à pouvoir très rapidement distinguer des produits de confiance, des produits qui apportent une véritable sécurité des autres. Et donc là encore, je pense que l'on a une opportunité
puisque cette question de la sécurité, ce sera à court terme un différenciant pour les offreurs de solutions, parce que quand quelqu'un aura le choix entre une solution peut-être un peu plus chère mais sécurisée et une solution plus bas de gamme mais qui risque de lui exploser à la figure, je pense que malheureusement après deux, trois anecdotes désagréables, le choix ira quand même vers la sécurité. Il faut simplement que tout ça se soit maîtrisé, pas que ce soit 10 fois plus cher, on est tous d'accord là-dessus, mais les travaux que j'ai pu voir qui sont en cours sont extrêmement encourageants. Parmi la centaine de questions qu'on a reçues, on a celle-ci qui est apparue à de nombreuses reprises. Savoir qu'effectivement, on a parlé des OIV, on a parlé des grands groupes, la problématique des PME, et savoir si la question de l'ANSSI ne devrait pas jouer un rôle encore plus marqué dans l'évolution des réglementations et la construction de référentiels applicables au secteur privé, partant du principe que la contrainte publique avait été un moyen utile de compenser l'habitude de qualifier la cybersécurité de stratégie, d'élément d'ajustement d'une politique. Et donc dès lors que ça devenait une règle imposable à tous, ça facilitait le travail du RSSI. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? La loi, la réglementation, c'est un outil qui est très fort. C'est quelque chose qui doit être manipulé à la fois de manière ambitieuse, mais également avec une certaine précaution. Je vous le disais, dans le cadre pourtant restreint aux OIV, où il n'y a pas grand monde qui pourra nous dire que ce ne sont pas des systèmes critiques pour l'ensemble de la nation, eh bien, le fait de passer par la loi, d'imposer réglementairement de la sécurité, on est le premier pays au monde à le faire. Donc, avant d'étendre ça à tout le secteur économique, mais éventuellement au secteur de la recherche, voire même à la vie privée de chaque citoyen, ça me paraît extrêmement osé et peut-être inefficace. Donc l'idée de la réglementation, c'est vraiment de l'utiliser en bonne intelligence, en concertation avec les intéressés eux-mêmes. Il faut que cette réglementation, qui même si elle a un caractère évidemment obligatoire, elle soit acceptée, il faut qu'elle soit applicable. La règle de sécurité à 1 milliard, sauf exception, elle n'a pas de sens. On est tous d'accord là-dessus. Et ce n'est pas parce que ce sera réglementaire et que ça aura été mis dans un arrêté signé par les ministres, non. Si on veut que la réglementation ait tout son pouvoir, toute sa force en termes de sécurité, il faut vraiment qu'elle soit portée collectivement. Mais, en effet, une fois qu'elle existe, le gros avantage, c'est que c'est la loi, ça s'applique, et à la limite, il n'y a plus de débat. Et donc, clairement, ces règles, elles ont été conçues avant tout pour aider les responsables de la sécurité au sein des entreprises à avoir plus de poids face au DSI, face aux responsables financiers, face à d'autres personnes qui ne sont pas anti-sécurité, mais dont les intérêts immédiats ne sont pas forcément directement convergents. Voilà. Donc là, ça nous permet, on l'espère, de repositionner ces responsables de la sécurité dans une position plus confortable. Mais une fois encore, si on veut que ça fonctionne, si on veut qu'il soit crédible, que l'on soit crédible, il faut évidemment que ce soit défini en très très bonne intelligence de manière collective. Dernière question, on a parlé effectivement d'un cadre naturellement international en termes de SSI. Est-ce qu'il y a des rapprochements? Alors ça peut prendre des formes diverses, des partenariats, des échanges de compétences, des socs mis en commun avec les agences. Alors on pense au BSI, la grande agence allemande, mais également on n'est pas loin de la frontière italienne, dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce que c'est envisageable, souhaitable et au programme? Donc, ma conception, c'est que pour bien travailler, pour bien coopérer avec les acteurs majeurs au niveau international, il faut être crédible. Si on est un pays de second rang, si on est un pays suiveur, si on ne fait rien, ou pas assez, eh bien les grands de toute manière ne nous parleront pas. Notre objectif, c'est d'être bon par nous-mêmes, de manière souveraine, collectivement, donc l'État, mais également tout le tissu industriel, de manière à avoir une véritable crédibilité, et pour faire en sorte que les Allemands, vous les avez cités, mais également la Grande-Bretagne, les États-Unis, attention, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés très proches, que ces gens-là aient envie de travailler avec nous. Et travailler aujourd'hui ensemble, ça veut dire quoi? C'est pas avoir des socs en commun, je ne pense pas que ça... c'est pas dans les médias. Par contre, s'échanger de l'information sur les attaques, s'échanger de l'information qui est parfois extrêmement sensible en termes de niveau de classification, en termes de contenu, ce n'est pas un objectif, c'est une réalité aujourd'hui. Et si on veut être crédible vis-à-vis de ses partenaires, c'est justement
pour dynamiser cet échange d'informations. Et aujourd'hui, la France est énormément protégée par, justement, cette collaboration qui est déjà en train de se mettre en place avec des grands partenaires. Et puis, on a toute une relation avec des partenaires peut-être de plus petite taille, mais qui ont également un rôle important à jouer, puisqu'on a envie qu'ils développent par eux-mêmes des compétences en cyber. On a des relations, notamment avec des pays d'Afrique francophone, où il y a une proximité peut-être plus facile. On est à Monaco, voilà, depuis peu, on a des relations avec Monaco qui se posent de vraies bonnes questions en termes de cybersécurité. Et globalement, on a un tissu comme ça, un maillage au niveau international qui se met en place, qui n'est pas naïf. Hein. Je pense qu'on n'a pas d'amis, mais ce n'est pas le but d'avoir des amis dans ce domaine-là. Le but, c'est d'avoir des alliés avec qui on a vraiment une communauté d'intérêts pour se protéger ensemble face à des menaces communes. Merci Guillaume pour cette intervention, pour ces éléments complémentaires à l'occasion de cet échange.